Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Léa, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Comment tu vas? Salut Emma, ça va et toi? Je suis ravie de te recevoir puisque la dernière fois qu'on a fait un podcast, c'était pour toi. Donc c'est toi qui Ouais, m'as interviewée et du coup on fait dans l'autre sens. ça va être très sympa. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. T'as un beau background en plus, on sent que il fait beau derrière toi. Ça donne Ouais, envie. il fait beau, ouais. C'est un beau ciel bleu, il y a du soleil, c'est cool. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots du coup qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, donc je m'appelle Léa, j'ai 32 ans bientôt, à la fin de l'année, ça arrive vite. Donc moi aujourd'hui, je suis coach sportif les femmes à perdre du poids. La faire assez courte. Ça, c'est mon activité, si tu veux, principale dans laquelle je passe 70-80 de mon temps. J'ai une autre activité, plutôt dans l'immobilier dans laquelle je passe un peu plus de temps aussi, moins que ce que je fais actuellement et j'ai 2 pôles. J'ai un pôle en ligne pour l'accompagnement à la femme et j'ai un pôle en physique parce que j'ai un studio aussi de coaching. Ok, trop bien. Donc comment t'en es arrivée là? Qu'est-ce que tu faisais avant de construire tout ça? Avant de construire tout ça, donc l'académie, donc ma partie en ligne, c'est assez récent, c'est plutôt décembre 2024, Ok. ça a 8-9 mois. Le studio, ça fait plus longtemps, j'ai lancé ça à l'époque du covid parce que à ce moment-là, j'étais, manager de salle de sport, donc j'ai un parcours assez classique en tant que coach sportif. Donc j'ai fait mes études, j'ai un BPGEPS, donc c'est le diplôme officiel pour, travailler en salle de sport. J'ai fait, tout ce qui était cours collectifs, musculation, j'ai fait apprentissage. Et du coup, tu étais salariée à ce moment-là? Ok. Ouais, j'ai commencé apprenti, dans une salle et ensuite je suis devenue salariée, assistant manager et manager, tout ça, ce même parcours dans une salle qui ensuite a eu, plusieurs, enfin qui a eu une autre salle, mais bon ça c'est pas la question. Mais voilà, j'ai fait le même parcours dans la même salle. Mhm. Avant ça j'étais esthéticienne, donc Ok. j'étais dans l'esthétique. J'ai fait mes études en esthétique, ensuite j'ai fait mes études dans le sport, ensuite Et mes du coup, études en si on nutrition. revient du coup au tout début, Ouais, tu choisis du coup esthétique. Qu'est-ce qui te fait choisir, ce milieu-là, ce secteur-là? l'accompagnement à la femme. Ouais, début et je voulais travailler en esthétique, mais santé. Donc moi, je OK. voulais travailler plutôt, en hôpitaux, pour pouvoir justement accompagner les personnes qui étaient, malades, qui pouvaient pas prendre soin d'elles et cetera, venir leur faire des soins. Donc j'avais déjà pour projet d'être dans entrepreneur et je savais pas encore trop comment. Je savais que je voulais être dans la santé, dans un milieu où c'était chouette, c'était beau quand même, on pouvait faire des belles choses, aider les gens à se sentir mieux, à se sentir bien. Et donc à cette époque-là, j'ai choisi l'esthétique. Bon, j'aime toujours l'esthétique, mais voilà, c'est pas la voie dans laquelle je me sentais la plus épanouie, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe entre, esthétique et le sport? Comment tu fais cette transition? Alors cette transition, c'est assez, drôle. D'ailleurs, c'est là que tu vois que la vie, elle est, très bien faite parce que je fais une soirée avec des copains, on chahute et je me pète le ouais. Et donc là, bon, compliqué parce que le lycée où je faisais mes études était à 1 heure de chez moi. À l'époque, j'avais le permis et tout, donc j'y allais en voiture. Je pouvais plus conduire, donc je me retrouve, à la maison à réfléchir un petit peu sur ma vie. Ça m'est arrivé 2 fois ça, je te raconterai la deuxième après. Et là, ma maman me propose, de m'inscrire, dans une salle de sport parce que j'avais toujours été sportive et elle me dit: «Écoute, je te propose pour t'occuper de t'inscrire à la salle de sport, je te paye l'abonnement. J'ai trouvé une super salle, tu vas voir, elle est géniale, viens, on y va». Avec le genou pété, tu pouvais y aller? Ouais, parce que tu peux faire le haut du corps et vu que ma maman, elle était inscrite à la salle, elle m'a dit: «Bah, moi, quand j'y vais, je t'emmène, je te sors». Ouais, ça te faisait bouger, quoi. Ouais, voilà, j'avais 18 ans, fallait pas que je reste enfermée à la maison.
Donc elle me sort, à la salle de sport et puis, il y a un coach là-bas, super, que je rencontre qui, m'aide à me rééduquer au niveau du genou sur des machines, des mouvements très spécifiques et en fait, je me rends compte qu'il y a moyen aussi d'accompagner des personnes, dans ce côté sportif. Il faut savoir que moi, j'ai fait du sport à haut niveau quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai toujours fait du sport, donc j'étais très attirée par ce côté-là et je lui pose une question. Je lui dis: «Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir coach sportif?» Et là, il m'explique et dans ma tête, je me dis: «Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, hein. Et ça serait trop bien travailler en salle de sport, voir des gens tous les jours, donner des cours, faire du sport, c'est vraiment trop cool». Et puis les gens quand ils viennent à la salle de sport, ils sont chouettes, tu vois? Ils sont détendus, ils viennent passer un bon moment. Donc j'ai fait en sorte de me préparer pendant 2 ans pour les tests physiques. Donc là, tu abandonnes, l'esthétique, tu reviens pas dedans? Si, je vais jusqu'au bout de mon diplôme, OK. je le passe, je l'ai parce que voilà, je me dis: «Ça peut toujours servir». Donc je vais jusqu'au bout de mon diplôme, mais à côté, je me dis: «Voilà, je vais pas poursuivre mes études en BTS, je vais rester vraiment, voilà, à Mmh. ce niveau-là et je vais avoir un petit boulot, le temps de me préparer et cetera». Donc je trouve un petit boulot et puis, je prépare, mon entrée, à l'université, enfin à l'université, à l'école du sport pour pouvoir justement, passer mes tests d'entrée. OK, donc c'est marrant finalement, c'est quand tu as été à l'arrêt que ça a, permis de réfléchir et de voir, autre chose, de voir une nouvelle perspective et de t'ouvrir à un autre, secteur que tu avais pas encore, imaginé comme étant possible d'en faire un métier? Parce que tu dis que tu étais sportive, mais tu avais pas imaginé pouvoir, travailler dans ce domaine-là, avant Non, ça? pour moi, si tu veux, les sportifs, c'était, les sportifs, à la télé. J'avais conscience, bien sûr, j'étais dans une salle, donc j'avais conscience qu'il pouvait y avoir des coachs, mais à cette époque-là, la salle dans laquelle j'étais, c'était vraiment des coachs qui accompagnaient les adhérents. Alors que quand tu es en salle, c'est plutôt tu as un coach qui est un peu à l'accueil, qui fait deux trois papiers, qui nettoie les vestiaires, les chiottes et cetera et moi ça me faisait pas rêver, ça me et je voulais quand je me suis dit: «Je vais faire mon diplôme de coach», je me suis dit: «Je vais faire mon diplôme de coach, mais dans cette salle de sport». Pour moi, il était hors de question d'être dans une autre salle de sport, c'était dans celle-ci. Et la vie est bien faite puisque tu as réussi du coup à rentrer dans cette salle de sport-là. Ouais, je suis rentrée dans cette salle de sport. J'ai fait donc mon apprentissage pendant 2 ans. Ensuite, je suis devenue donc salariée. Ensuite, je suis passée assistante manager. Et puis j'ai pris le rôle de manager, donc des 2 clubs, Est-ce pendant que tu faisais jusqu'en toujours du coaching à ce moment-là? Ou c'était plus de la supervision? non, à cette époque, je faisais, il fallait garder du coaching, donc je faisais toujours des cours collectifs. Je faisais toujours du coaching, mais sur un temps plus restreint Mmh. parce qu'à côté, j'avais tout ce qui était administratif. Donc et ce poste-là, de manager avec ce salaire-là, pour moi, c'était une très belle opportunité et je savais que je le ferais pas longtemps. Parce que je comprenais que j'étais en train de prendre une direction qui était différente parce que à ce moment-là, ça faisait, 6 ans, ça y est, que j'étais dans le même club quand j'ai pris le poste de manager. Il s'en était passé des je voyais qu'il y avait d'autres possibilités de travailler, mais de travailler d'une autre façon encore, sans dépendre de quelqu'un. Mmh. Et puis moi, je suis un peu multifacette, si tu veux, j'aime bien faire plein de choses. Donc c'est à ce moment-là où je me suis intéressée à l'immobilier, où j'ai acheté mes premiers biens immobiliers. Donc voilà, pour moi, ce poste de manager, si tu veux, il m'ouvrait les portes et des possibilités, que j'aurais pas pu faire, par exemple, si j'étais restée, Mmh. esthéticienne ou si j'étais restée tout simplement, salariée et coach dans la salle, quoi. Donc là, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et donc l'entrepreneuriat, tu nous as dit tout à l'heure que c'était, quelque chose qui était déjà là, depuis longtemps, que tu savais que tu voulais être à ton compte, mais tu savais pas trop comment le matérialiser. Là, ça revient, c'est à ce moment-là où tu as ce poste de manager où finalement, tu te dis: «Ah, c'est le moment, pourquoi pas?» Ouais, en fait, à ce moment-là, je commence à tourner un peu en rond, donc j'en parle à mon boss, je lui dis: «Écoute, moi, je me sens vraiment dans un rond-point, j'ai l'impression de tourner tous les jours, de répéter les mêmes tâches». Je trouvais que cérébralement, si tu veux, j'étais très stimulée par tout ce qui était immobilier, Mmh. mais plus du tout par mon boulot. En fait, tu arrivais le matin, tu faisais tes cours, tu te douchais, tu allais sur le plateau muscu, tu aidais les gens, tu coachais, tu allais manger, tu revenais, tu refaisais des cours. Enfin, tu vois, c'était tout le temps et puis chaque semaine se ressemblait parce que tu as un planning qui est fixe. Mmh. C'est très sympa, c'est très chouette, mais au bout d'un moment, j'appelais et j'avais envie de plus.
Et puis, comme le genou, quelques années auparavant, en un peu moins rigolo malheureusement, mais j'ai un accident de voiture assez grave, 2 jours avant le covid, avant la fermeture officielle de tous les établissements en France. Et donc je me retrouve alitée à la maison, avec, mal aux côtes, mal aux cervicales, en train de refaire le monde dans mon canapé et de me dire: «Mais mon Dieu», parce que j'ai fait un face à face sur une départementale à plus de 100 km/h, donc tu vois un peu ta vie Ouais, défiler quand même à ce moment-là j'imagine. devant tes yeux. Et quand tu sors déjà de la voiture, tu te dis, enfin la première question que tu te poses, c'est: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et tu sais pas trop où tu es encore, ça Mmh. ça résonne un peu dans ta tête et les jours qui suivent, tu as le contre-coup et là, tu remets beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ta vie en question et tu te dis qu'en fait, ça peut être très court ou très long et tant mieux, mais il faut aussi faire ce qui t'appelle, ce qui te fait vibrer et ce qui te passionne. Et c'est là où je me suis dit: «OK, en vrai, Léa, tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu as, la possibilité» et c'est la chance que j'ai eue, de pouvoir négocier un départ et je le savais très bien parce que je m'entendais très bien avec mon patron, parce que voilà, il savait, j'avais déjà posé des graines quelques mois Mmh mh. auparavant sur le fait que je m'ennuyais. Si tu as un souci, tu as de l'argent de côté, tu peux te permettre aujourd'hui de dire, ciao et d'essayer quelque chose. Donc j'ai réfléchi parce que je sais plus combien de temps on a été confinés, mais de mars à juin, donc à peu près, ouais, 3-4 mois, je sais plus exactement, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Et à ce moment-là, pareil, j'ai commencé à faire de la bourse, à me former en bourse, à continuer, un peu l'immobilier. Donc je me rendais vraiment compte que j'avais besoin et vraiment cette envie d'aller chercher plus et plus encore dans l'entrepreneuriat, mais très profondément. Mmh. Et Donc là, ça je a me suis commencé finalement ton entrepreneuriat par l'immobilier, par de l'investissement? ouais, tout à fait, quand j'ai acheté mon premier bien, j'avais, 24 ans. 4 ans, puis ensuite j'ai enchaîné, donc tu vois, j'en ai 6 aujourd'hui et ça se fait progressivement, c'est très chouette. Je suis très, très contente et c'est quand même une liberté, l'immobilier qui quand c'est bien fait, tu peux te permettre de temps en temps, bah, de dire, «Merde» si tu en as marre, de quelque chose. Donc ça, c'est le côté très cool et puis tu t'assures une sécurité pour la suite aussi en tant qu'entrepreneur. Ça, faut quand même C'est sûr. pas voilà, faut quand même être honnête là-dessus. Entrepreneur, ça fait rêver pour plein de choses, mais il faut aussi voir la réalité, du terrain. C'est que le terrain, ta retraite, moi je compte pas dessus parce que je pense que le système changera d'ici, quelques années, on est encore jeune. Si tant est qu'on ait une retraite, elle se compte un petit peu sur les doigts d'une main. Ouais, faut la créer nous-mêmes. Exactement. Donc j'avais conscience aussi qu'il fallait bien que je mette pas mes billes, dans le même panier et donc je me suis dit: «OK, il faut bien dispatcher». J'ai commencé avec l'immobilier et au moment du covid, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je peux faire qui allie le sport, l'aide à la femme? Qu'est-ce qui fait que je peux allier tout ce que j'aime?» J'étais aussi diplômée en nutrition à l'époque, donc je voulais vraiment pendant ouais, en parallèle, j'en passe 2. Je passe une certification pour être exact, nutrition sportive et je fais la formation BTS diététique, pendant mes études, en Waouh, bah, tu avais une grande, étendue de compétences et toujours dans ce même état d'esprit de, je veux aider les femmes? ouais, toujours. Toujours vouloir aider les femmes, ça c'est vraiment, c'est mon driver principal. C'est la femme, l'accompagnement à la femme et c'est pas l'accompagnement classique, c'est vraiment: «Je veux que ta vie, si tu es malheureuse dedans, moi, je veux pouvoir être une petite graine qui vient se planter et qui t'aide à être heureuse et je veux vraiment te pousser à te prouver que tu peux être la meilleure version de toi-même, à être confiante, à être, rayonnante, à te sentir belle, forte et pour ça, ça passe pas que par, je vais à la salle de sport et cetera. Ça passe par un tout et je t'expliquerai l'écosystème de mon académie ensuite. Mais voilà, ça me drivait petit à petit, tu mais tiens, l'alimentation, mais tiens, le pilates, mais tiens, le yoga, tu vois? En fait, au fur et à mesure des années, ça a un peu germé dans ma tête et ça m'a menée à tout ça. Et donc j'ai une chambre chez moi à l'époque, une pièce de 12 mètres carrés qui ne sert à rien. Les salles de sport ne peuvent pas rouvrir. On apprend que, effectivement, bah, les gens ont peur d'être entourés. Voilà, tu vois les actualités. On va pas refaire les scènes, mais voilà, les gens étaient masqués et tout le tralala. Donc moi, dans ma tête, je me dis: «Mais attends, les salles de sport?
ça va forcément être amené à changer et Mmh. les gens vont chercher autre chose. Et je me suis dit, je pense, alors à l'époque, le coaching privé, les gens voyaient ça très américain, très cher. Voilà, on parle de 2019-2020, hein, donc Mmh. là, c'est récent. Mais en même temps, dans le milieu du sport, bah voilà, c'est il y a quelques années maintenant derrière, ça a évolué depuis. Et donc je me dis: «Vas-y, tu sais quoi? Let's go, je vais faire du coaching dans cette pièce», comme ça. Donc j'achète, 2-3 trucs, je vide la pièce qui était un bureau, chambre ami, je vide la pièce et la chance que j'ai, c'est que j'ai mon frère qui bosse, donc dans tout ce qui est internet, référencement, graphisme et cetera, communication et qui m'aide à créer ma Google, ma page, et il me fait un site internet. Au fur et à mesure, voilà, je monte un petit peu, bah, dans ma région, les gens me Et tu contactent. recevais chez toi? Ouais, je recevais chez moi. OK. C'était pas encore du coaching, en distanciel là, c'était vraiment, une personne qui venait chez toi dans cette salle-là et enfin dans cette pièce et que tu coachais? Exactement, ouais, tout à fait, c'était ça. OK. Et donc voilà, j'ai eu mes premières clientes comme ça, et ça s'est très, très bien passé donc pendant ouais, jusqu'en 2023. 2023, je suis obligée pour raison personnelle de fermer le studio un mois, donc je me dis: «Ah mon Dieu, super» et cetera. Je n'ai rien perdu, bien au contraire et là, je me retrouve la tête sous l'eau à prendre quelqu'un avec moi qui vient une stagiaire qui vient m'aider et cetera parce que, bah, je me sens un peu dépassée par, les événements et par, le nombre d'appels. L'affluence, ouais. Ouais, parce que vraiment le milieu du coaching sportif s'étendait vraiment beaucoup. Donc il y avait de plus en plus de personnes qui s'étaient rendues compte que ça restait accessible, confortable, il faut dire ce qu'il y est, hein. Tu es seule avec quelqu'un Mmh. et tu as quelqu'un, voilà, qui va vraiment te guider, t'aider et tu crées un lien. En salle de sport, tu crées peu de liens. Là, tu crées vraiment un lien. Et puis voilà, donc ça se fait comme ça et là je me dis: «Bon, je grandisse un peu, donc je quitte cette petite pièce pour quelque chose de plus grand». Et puis voilà, je monte, un vrai studio avec, vestiaire, avec, salle, avec, matériel. Puis, jusqu'en décembre 2024, enfin novembre 2024, ça faisait quelque temps que ça me trottait en tête de faire autre chose, de me tester aussi sur, le en ligne. Donc Mais en je fait, voyais tu crées s ta propre salle de sport déjà avant de créer ton coaching en ligne? ouais, en fait, ce que je fais, c'est que la maison dans laquelle j'étais, je déménage, mais je me dis: «Je la garde pour, en faire un studio». Elle était, en rez-de-chaussée, donc je garde tout le rez-de-chaussée pour en faire un studio et mon frère prend l'autre partie de la maison pour en faire des bureaux. OK. On a, coworké tous les 2 dans cette maison et on cowork toujours et ça se passe très, très bien. Et voilà, le rez-de-chaussée est dédié au sport. Non, c'est une salle qui tourne, toujours avec moi, qui tourne de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de monde dans l'académie, donc dans mon programme en ligne et l'objectif, c'est d'arrêter le coaching en présentiel pour me concentrer sur le en ligne. Mais ça tourne toujours très bien, juste je réduis mes horaires, au fur et à mesure, à chaque rentrée. Et tu es toujours sur, le format, coaching in Ouais. ça va pas bouger. C'est juste que tu as une plus grosse infrastructure? Ouais, c'est ça exactement et que je peux prendre des personnes à 2 ou à 3. Voilà, OK. c'est tout. Donc je peux recevoir un mini groupe, par exemple, des copines qui veulent faire un yoga, des couples. Donc non, non, c'est juste ça, j'ai toujours la même clientèle. Ma clientèle, elle est très, très fidèle. Donc ça a été un peu la problématique, je mets bien, c'est des problématiques qui sont agréables, hein. J'aime bien des guillemets, autour de ça, mais c'est la problématique qui fait que, bah, tu as toujours les mêmes clients, mais des nouveaux t'appellent. Donc au bout d'un moment, bah, tu te dis: «Comment je fais?» Heu Parce que tu touches quand même un plafond de verre financier, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Tu fais pas entrepreneur pour gagner des cailloux, hein, non plus. Donc là, je me dis: «Bon, mon temps est échangé contre de l'argent. Mmh. C'est bien, mais ça a un plafond. Qu'est-ce que je Et peux faire?» limite. Ouais. Ouais, exactement. Et donc c'est là où ça commence à me trotter un peu. Donc pendant un an, je me pose des questions, je me dis: «Tiens, ce serait cool, mais comment je peux faire? Développer Instagram, c'est compliqué». À l'époque, j'avais 1000 followers. Ah, ça me prenait la tête, toutes ces questions et donc je laissais un petit peu couler si tu veux, et faire la chose. Et puis, novembre 2024, j'étais en train de me faire un café dans la cuisine et puis je fais une story,
parce que j'avais fait une petite boîte à questions et je reçois plusieurs questions auxquelles je réponds et je reçois une question d'une dame qui me dit: «Comment je peux perdre 10 kilos?» Et là, moi, j'avais rien du tout. Mais alors quand je te dis rien, j'avais rien du tout, hein. Je prenais mon café, j'allais au studio après et je réponds en story en rejoignant mon accompagnement en ligne. J'avais rien du tout, pas C'était d'amis. un beau teasing. Ouais, mais en fait, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je lance ce truc et je vois si ça réagit» et ça a réagi. J'ai, 5-6 personnes qui viennent me voir en me demandant combien ça coûte, ce que c'est et je suis totalement transparente, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis dit: «Bon voilà, je commence à planter des petites graines» et là, je dis: «Bah écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai rien qui est prêt». J'ai lancé ça un peu comme ça, mais j'ai vraiment envie de créer un truc en ligne. Si tu OK, tu sais quoi? Je te fais rentrer pour une somme vraiment, dérisoire et puis, tu m'aides à co-créer la formation, pour les femmes, pour la perte de poids, avec moi. Et donc, décembre à fin janvier, début février, en gros, j'ai, une cohorte de femmes qui m'aident, qui m'accompagnent, qui sont toujours dans l'académie aujourd'hui et que je remercie, sincèrement parce que ce sont, les femmes les premières qui m'ont fait confiance sur cet accompagnement en ligne et elles m'ont aidée à créer une formation qui aujourd'hui a pris, une très belle ampleur et qui fonctionne très bien et qui va être, heu, qui va être une très, très belle un très bel accompagnement dans les prochains mois, prochaines années, en France. Donc en fait, c'est, une suite, de d'opportunités que tu crées, que tu saisis, que tu, vas chercher aussi, qui t'emmènent là où tu es aujourd'hui, finalement, Ouais. dans ce que tu nous décris. Et est-ce que tu te fais, donc j tu nous as parlé de ton frère qui était dans la communication et qui t'aide, du coup, à lancer le côté un peu digital. Est-ce que tu te fais accompagner par ailleurs sur des sujets, liés à l'entrepreneuriat ou liés à des compétences, plus techniques? Comment tu montes tout ça? Est-ce que tu es seule ou est-ce que tu as un entourage? Qu'est-ce qui fait la réussite de tout ça? Alors moi, dans mon entourage, en tant qu'entrepreneur, je suis toute seule. Et quand je me suis lancée, j'étais seule. Mon frère aujourd'hui est entrepreneur, donc on partage un peu ça et on en discute. Il faut savoir que moi, mes parents ont toujours été de très bons salariés. Ma maman, elle était, institutrice, mon papa, il était, cadre. Donc voilà, tous les 2, de la sécurité de l'emploi, des choses très carrées. Ils ont pas investi dans l'immobilier, enfin, ils ont investi dans l'immobilier, mais d'une façon différente de moi, tu vois, les trucs, classiques, résidence principale, résidence secondaire. Voilà, les trucs, des parents, ce qu'ils veulent faire pour protéger et profiter, et placer un peu leur argent. Donc moi, même dans ma famille, j'ai jamais, jamais eu d'entrepreneur. C'était la première fois, en gros, que ça arrivait. Donc j'ai compris qu'il fallait que je me fasse aussi un peu accompagner là-dessus parce que j'avais personne qui pouvait me conseiller et les conseils, si tu veux, que tu entends, de quelqu'un qui n'est pas dans ton milieu, qui n'a pas fait ce que tu veux faire, bon, c'est pas les meilleurs conseils en soi. Tu peux les entendre, mais est-ce qu'il faut les prendre en compte? Je ne pense pas, mais ça après c'est mon avis personnel. Oui, après, bah, c'est comme tout, il y a toujours une limite aussi à ce que la personne connaît et ce qu'elle va, transférer aussi comme croyance. Bien Donc, sûr. c'est sûr que si elle a pas, connu ce que toi tu as envie de faire, les conseils vont être limités. Ouais, tout à fait. Et puis là, moi j'annonçais à mes parents quand même que je quittais un poste, de manager avec un bon salaire, des primes, sécurité de l'emploi dans un milieu dans lequel j'étais depuis des années, pour tester un truc dans ma chambre. Mmh. Ouais, ça fait peur pour les parents. Heu, je pense qu'ils se sont demandé ce qu'ils avaient loupé avec moi à ce moment-là. Ah oui, c'est pas du tout leur façon à eux de faire. Comme tu dis, c'était une autre époque, c'était une autre façon d'investir. Enfin, moi, j'ai aussi des parents qui sont très conventionnels dans la façon classique de travailler, c'est-à-dire, de rentrer dans une entreprise, d'évoluer en interne et de faire carrière et de se sécuriser, au maximum dans l'emploi. En plus, mes parents sont dans 2 assez grandes entreprises, avec, de la renommée. Donc, il y avait un peu ce truc-là de: «Bon, bah, j'ai réussi parce que j'ai, intégré l'entreprise, idéale, et que j'y reste et que, j'évolue, dedans». Mais aujourd'hui, notre génération et celle qui arrive, c'est plus du tout, du tout, du tout le plan. Plus personne fait carrière, enfin, de moins en moins de personnes font carrière dans la même entreprise, toute leur vie. C'est plus du tout le schéma, d'aujourd'hui, quoi. Ça, c'est sûr que ça change et donc forcément, pour des parents qui ont envie que toi, tu sois en sécurité, et bah, ils ont peur parce qu'ils connaissent pas ce schéma-là. C'est nouveau. Ouais,
Je pense que dans tous les cas, tous les parents, même les parents entrepreneurs, je pense que quand leurs enfants se lancent, tu as toujours une petite appréhension parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de boîtes ouvrent tous les ans, hein, quand tu vas voir les chiffres. Le salaire moyen d'un entrepreneur, je sais pas si tu le connais mensuellement, mais c'est 587 €. Donc, je pense que même quand tes parents, tu vois, demain, moi, si j'ai des enfants et que j'ai un de mes enfants qui me dit qu'il veut se lancer, je vais l'accompagner, je serai à fond derrière lui, mais j'aurai toujours cette petite appréhension de vouloir un peu me dire, mais est-ce que c'est sûr? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est jamais sûr, tu Mmh. vois? Donc, je pense que oui, effectivement, des parents en salariés vont être beaucoup plus inquiets, vont se dire, mais mon Dieu, de quoi alors que des parents entrepreneurs vont se dire: «OK, il le fait», mais le soir dans le lit, tu vas peut-être te dire: «Bon allez, s'il vous plaît, faites que ça fonctionne». Ouais, c'est ça. Parce qu'on connaîtra du coup les rouages et on saura aussi les difficultés. Alors que quand on est, salarié, on n'imagine pas on peut soit idéaliser l'entrepreneuriat et se dire, «C'est un truc de malade, ça va être génial et je crois fort en mon idée et je vais devenir riche avec ça». Ou soit on peut être dans le côté peur et se dire: «Mais il y a peu de boîtes qui réussissent finalement et pourquoi la mienne elle marcherait?» et cetera et cetera. Donc ça peut être, à double tranchant. Mais en tout cas, je pense que ouais, c'est une question aussi de d'évolution de la société. L'enfant qu'on pourrait avoir, ce sera peut-être encore, une autre forme de travail que nous, on connaît pas encore qui existera et ça nous fera peur comme nos parents finalement. Ouais, mais pour moi, on va se diriger de plus en plus vers le en ligne et vers, tu vois, les thérapeutes qui te reçoivent chez eux. Maintenant, travailler de chez toi, le covid a beaucoup instauré ça aussi et le en ligne fait que avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, tu vois, l'intelligence artificielle, la facilité, avec laquelle tu peux aussi communiquer avec des gens dans le monde. Enfin, moi, je sais que dans l'académie, j'ai des Suisses, des Luxembourgeoises, des Belges, enfin, tu vois, je discute avec Oui, des gens ça qui étend sont le la clientèle, ça c'est sûr. c'est incroyable. Donc c'est vrai que, tu as ce côté, facilitant aujourd'hui qui va faire que, effectivement les professions vont un peu évoluer. Mais ça, c'est important du coup, et je reviens sur la question que tu posais de la Oui. formation. C'est super important à mon sens de se former, justement parce que pour moi, un entrepreneur qui se forme, justement, c'est à partir enfin quand tu quittes l'école, c'est à partir de là que tu commences vraiment à apprendre des choses. L'école, c'est un peu comme l'armée. Ça veut dire qu'on apprend la même chose à tout le monde, on demande les mêmes choses à tout le monde, tu te démerdes ou pas. Bah, pour moi, c'est de l'apprentissage. C'est on nous apprend à savoir apprendre. Voilà. Même si Mais quand tu fais un master, tu apprends pas forcément des choses qui sont beaucoup plus techniques, voire même pas du tout parce que enfin moi j'ai fait un master en management des ressources humaines, donc ça reste encore hyper basique, des notions d'un peu tout, mais pas vraiment d'expertise dans quelque chose et finalement, c'est sur le terrain quand tu appliques. Bah, du coup, moi, c'était beaucoup de droit, tu vois, droit du travail et cetera. C'est là que tu te rends compte de la complexité des choses et c'est là que tu engranges de l'expérience et de la compétence au-delà de la connaissance. De la vraie compétence, un vrai savoir-faire. Donc oui, c'est hyper, important de savoir apprendre, quelque part pour fixer l'information, mais de la confronter au monde réel. ouais, tout à fait. Puis l'école, c'est très individualisé et en fait, tu te rends compte quand tu es dans l'entrepreneuriat que si tu es tout seul, ça va être très, très compliqué pour toi. On t'apprend pas à fonctionner en équipe à l'école. On considère la triche, l'entrepreneuriat. Si t'es pas bon dans un domaine et que tu te dis: «Ah mais non, je vais quand même tout faire tout seul», bah, bon courage et puis on se revoit dans quelques mois. Il faut savoir demander de l'aide, chose à l'école qui est compliquée et qu'on n'apprend pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et effectivement, la formation, c'est très, très, très important par rapport aux formations que j'ai faites. Alors moi, j'en ai fait énormément. Ma toute première formation, vraiment où là, j'ai investi un gros, gros billet, c'était dans l'immobilier. Je ne sais pas si, tu es à l'aise ou si on peut parler de chiffres, mais, Oui, bien sûr. j'ai investi dans cette formation 6 000 € à OK. l'époque Et tu pour avais acheter déjà des biens à ce moment-là ou non, c'était pour démarrer? OK. non, c'était pour démarrer. J'étais en train d'acheter un bien. Je l'ai acheté en même temps que la formation et quand j'ai fini la formation, je me suis dit: «J'ai fait de la merde». Donc si j'avais su, j'aurais commencé la formation quelques mois plus tôt, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça, qu'on apprend. Donc j'ai fait cette première formation pendant après j'ai fait mes formations en nutrition et tout, mais ça je me le suis aussi payé avec le CPF, pour un compte professionnel de formation. Après j'ai fait une formation en bourse qui m'a coûté 700 €. C'était une petite formation, mais ça m'a bien appris
Et après, je suis rentrée dans les formations un peu plus grosses. Donc là, j'ai investi dans l'accompagnement de Margot Cunego. Donc ça coûtait 3 000 ou 2 500, je sais plus, j'ai plus trop les chiffres. Ça, c'est bon, on en parle souvent sur le podcast, parce que j'interroge beaucoup de personnes qui sont dans cette formation-là, mais du coup, c'est une formation vraiment liée à l'entrepreneuriat. Comment on fait quand on démarre ou quand on veut faire évoluer son business pour bien avoir les bases de l'entrepreneuriat, pour recontextualiser cette formation. Ouais, voilà. Après, moi, je la conseille pas à quelqu'un qui a déjà un business. C'est vrai que si tu as aucune connaissance, et cetera, c'est très bien, tu peux y aller. Personnellement, en 1 an, j'ai pas appris grand-chose, Tu avais tu vois? déjà, du coup, toi, une activité quand tu as pris cette formation? J'avais déjà mon studio de coaching, Ok. donc je cherchais à me développer en ligne. J'ai rien développé du tout, pour être honnête. J'ai stoppé, la formation, enfin, je suis toujours parce que je fais partie d'anciennes cohortes, donc j'ai toujours les accès. Heu, Tu vois, même de temps en temps, je me connecte, je regarde ce qu'il peut y avoir, et cetera. C'est Ouais, tu t'en pas sers plus. Non, je ne m'en sers plus. Pour moi, c'était un niveau trop débutant, et c'est par contre, c'est une très bonne formation pour les débutantes, celles qui ont pas des bases. Je la conseillerais, mais quelqu'un qui a déjà les bases et qui a déjà un certain chiffre d'affaires, et qui veut scaler un peu plus, à mon sens, si tu fais plus de 3 000 € déjà de chiffre d'affaires, ça vaut pas le coup. Il faut que tu vois un peu plus loin et il y a d'autres personnes qui sont meilleures pour moi aujourd'hui pour t'apprendre des choses, par rapport à ça. Donc j'ai laissé passer, et puis je me suis dit: «OK, il me faut justement quelqu'un qui est plus dans le game, qui fait vraiment ce que je veux faire». Donc j'ai fait des petites formations entre-temps. J'ai fait Valérie Benoît, j'ai fait Noémie Peretz, Je qui connais sont de pas. très bonnes formations pour développer les réseaux. Moi, ça m'a, beaucoup Ok. aidée, pour développer mes réseaux. J'ai fait, Tony Neves aussi, Jessica de Prêteur. Voilà, qui ont des petits produits pour les entrepreneurs qui sont très complémentaires et que je recommande, vraiment. Et après, en gros investissement, je suis passée avec, Jérémy Coleman, qui est assez connu dans le milieu du coaching de l'infoprenariat, et je suis rentrée dans sa formation en février, début février 2025. Voilà. Février 2025, mon Instagram explose, donc au même moment où je rentre dans la formation, et là, je passe d'un accompagnement en ligne vendu 300 € à un accompagnement en ligne aujourd'hui, donc de février à août, vendu 1 497 €, avec, en moyenne 3 à 5, voire 7 des fois, 3 à 5 nanas qui rentrent tous les mois de manière, heu, ok. Régulière. Donc là, on passe sur un autre niveau, du coup, pour ce qui est du en ligne, toujours sur un petit niveau, mais un niveau qui est quand même très agréable. Et je me dis: «En juin, ils organisent un séminaire à Toulouse, j'y vais». Et donc j'y vais. À l'époque, j'étais à 1 097 et je fais ces 2 jours de séminaire accompagnée des coachs, un séminaire vraiment extraordinaire. L'équipe de Jeremy Coleman, C'est quoi elle comme est vraie. formation, du coup, ce qu'il fait? Je connais C'est pas du tout. Fast and Slow Bronze, donc c'est le premier programme où là, tu peux faire jusqu'à, 10 000 € par mois. Heu, Oui, oui. donc c'est accessible si tu fais jusqu'à 10 000 € par mois. Et ça te permet justement d'apprendre à vendre. Ça, c'est très important parce que tu peux avoir un bon produit si tu sais pas le vendre. Et moi, c'était mon problème, je savais pas vendre. Donc, je ne savais absolument pas vendre. Donc, j'ai appris à vendre, à, à construire aussi, si tu veux, vraiment, hem, ma façon, mes process, ma façon de fonctionner, mon setting, mon closing, et cetera. Toute cette partie-là, setting, pour remettre le contexte, c'est, écrire des messages sur Instagram pour créer du lien. Closing, c'est vendre par téléphone. Donc j'ai appris vraiment tous ces process, et il me manquait encore un truc, pour aller encore plus loin. Et donc en août, juin, je vais à ce séminaire, j'en discute avec les coachs. Il y a un coach là-bas qui s'appelle Mehmet, qui est le coach mindset, et qui me fait comprendre clairement qu'il faut que, que je mette un prix qui correspond plus à la valeur aujourd'hui que je me donne. Et donc je ressors de ce séminaire en ayant augmenté le prix de 400 € de la formation, qui augmentera encore à la fin de l'année d'ailleurs. Mais en augmentant vraiment, boosté à fond, et en étant rentrée dans le mastermind du dessus, donc le mastermind argent. Pendant ce séminaire, je suis rentrée, donc là, j'ai payé, donc la formation Coleman m'a coûté 6 700 € en février, et là, en juin, j'ai réinvesti 10 000 € dans le mastermind pour, vraiment passer à l'étape supérieure.
Donc là, ça va être tout ce qui est embauché. Donc là, maintenant, je travaille avec 2 personnes. Donc embaucher, créer des Tu pro es, maintenant une société avec, des collaborateurs, des alors employés? là, non, je travaille toujours avec des entrepreneurs pour OK, l'instant, c'est de la prestation de service. Je compte monter, ma société. Pour l'instant, j'en suis pas à ce niveau-là encore dans Coleman. Ils font de l'accompagnement aussi pour bien faire les choses. Donc là, pour l'instant, j'étais vraiment moi, si tu veux, embaucher, ça s'est fait un peu plus vite que prévu. C'était pas la première étape, mais ça s'est fait un peu plus vite que prévu dans le sens où j'ai toujours mon studio, si tu veux. Donc il fallait que je délègue une certaine partie sur mes réseaux sociaux. C'était la partie écrire et téléphoner parce que si tu veux, mes horaires au studio, c'est 9h-21h. Donc si je veux que des clients rentrent, il faut que je les ai au téléphone et pour ça, je pouvais pas le faire en étant en coaching au studio. Exactement et donc du coup, ça a été un peu plus rapide que prévu, mais c'est pas grave. Ça se fait comme ça, chacun a son rythme et ensuite, on va apprendre d'autres choses dans cette formation qui font que là, tu passes sur un business à plus de 10 000 € par mois. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. trop bien. Donc tu continues de gravir, les échelons, petit à petit. Ouais. Une ambition, un objectif, quelque chose à atteindre ou tu te laisses un peu porter? En chiffres ou en mission de vie? Bah, les 2, la vision que tu as pour ton entreprise. Ouais. Alors, la vision que j'ai moi dans mon entreprise, c'est vraiment en fait l'obésité en France, le surpoids, pathologie, tout ce qui est santé. Donc moi, je lis énormément d'études scientifiques là-dessus. Tout ça, c'est en train d'être, de plus en plus présent et de plus en plus jeune. En plus, ça touche un panel, si tu veux, de gens beaucoup plus jeunes et je le vois, ma clientèle est aussi, beaucoup plus jeune qu'avant. Tu vois? Avant, je touchais plus les femmes qui avaient entre 40 et 55 ans. Maintenant, je touche plus les femmes qui ont entre 30 et 50 ans. Donc on n'est pas trop sur le même niveau d'âge et ça évolue très, très vite et moi, ça me fait tellement de peine de voir les gens qui tombent malades, les enfants qui tombent malades aussi, de voir certaines dames, certains messieurs en fauteuil roulant à l'âge de 40-45 ans pour X ou Y raison. Enfin, et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on va vouloir cacher les mots MAUX avec ce qui est facilitant, c'est-à-dire un médicament, plutôt que de venir se concentrer sur la cause réelle. Et en fait, et c'est pour ça que mon accompagnement, il est vraiment différent de ce que tu trouves sur le marché. Tiens, mange du poulet d'haricots verts et du riz et fais 3 séances d'1 heure à la salle par semaine. Je travaille pas du tout comme ça. Moi, j'ai envie de revenir aux bases et je veux leur expliquer que effectivement, tu peux bien manger et faire du sport. Si derrière, tu t'es pas intéressé à ton sommeil et ton stress, bah, il va rien se passer. Parce que la première cause, l'une des premières causes de mortalité en France, c'est quand même dû au stress. Faut pas l'oublier, c'est le stress qui va t'engendrer les maladies, les AVC, même les cancers, toutes ces choses-là. Le stress, c'est un facteur de maladie qui est très, très, très puissant. Plus tu vas prendre du poids en tant que femme, plus tu vas te voir grossir au fur et à mesure. Tu as déjà ta charge mentale, tu es stressé, et plus tu vas être stressé par un chiffre qui n'est pas conventionnel sur la balance. Donc en fait, tu rentres dans un cercle vicieux qui est de plus en plus vicieux, dans lequel tu vas tomber dans une phase de donne de plus en plus. Et moi, ça me déchire en fait, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, aujourd'hui, on a une accessibilité à des programmes en ligne, du contenu gratuit sur internet, à des livres, Ouais, et parfois quand associations. il y a trop d'infos, on sait plus où donner de la tête. Exactement. Et en fait, pour moi, ça devrait être une des matières qu'on apprend à l'école. Parce que comment tu prends soin de ta santé? Demande ça à quelqu'un, la personne, elle va pas savoir quoi te dire. Tu vois, elle va te dire, bah, je fais des prises de sang, je vais chez le médecin. Voilà. Comment tu prends soin de ta Bah, santé? on est beaucoup dans une société aussi qui est dans la guérison plutôt que dans la prévention. Totalement. Exactement. À évoluer avec, bah, justement du coaching sportif qui prend en compte, et le corps et l'esprit et la nutrition parce que faire du sport ça suffit pas, bien manger ça suffit pas. Un combo de plein de choses pour que, tu sois en bonne santé physique et mentale. La santé mentale aussi est de plus en plus, démocratisée, Ouais. mais c'est sûr qu'on est, quand même dans un système qui est très, très médical et le médical guérit mais ne prévient pas ou, moins que ce qu'on peut faire avec de la médecine moins traditionnelle. Ouais, ça guérit le médical, mais ça masque aussi. Tu vois, quand on te donne un antidépresseur, on va pas chercher la cause. Mmh. Au lieu de te dire: «Prenez un enfin, tu vois, on devrait te dire: «Allez voir une thérapeute». On va t'emmener voir un psychiatre.
Que c'est une pathologie pour le Et ouais, médical. voilà, c'est ça totalement. Mais en fait, Mmh. toutes ces choses-là qui me frustrent un peu, si tu veux, par rapport à mon niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, par rapport à la santé, à tout ce que je connais, et cetera. Tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain et en perso. Et du coup, c'est vrai que ma vision, c'est d'avoir un accompagnement. Donc, j'ai une coach mindset dans l'académie, j'ai une coach sommeil. Moi, je suis formée en nutrition, en sport, etc., sur tout type de nutrition, le cru, le vivant, le jeûne, la glycémie, etc. Et en fait, à mon sens, chaque personne est différente. Tu ne peux pas, tu vois ce que tu trouves sur Internet, les Mmh. programmes tout faits, PDF, etc., ça ne fonctionne pas. Ou C'est ça va pas adapté. fonctionner. Et ouais, c'est pas adapté parce que de l'eau, bah, ça va te rendre une pomme de terre molle, mais ça va te faire cuire un œuf et te le rendre tout dur. Et pourtant, c'est de l'eau, tu vois. Donc en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Et ma vision, c'est vraiment de pouvoir aider un maximum de femmes à, au-delà d'un poids sur la balance. Alors oui, effectivement, il y a de la perte de poids dans l'académie, ils sont très contentes. Mais au-delà de ça, c'est que, et ça j'adore quand je les interview, elles arrivent avec un état d'esprit qui est Mmh. très conditionné sur un chiffre sur la balance, diabolisation de l'alimentation, etc. Au fur et à mesure des mois qu'elles passent dans l'académie, j'ai fait la paix avec mon corps, j'ai perdu du poids, je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens bien en maillot de bain. Tu sens, et puis je peux manger cette foutue glace et je peux manger cette foutue gaufre parce qu'en fait on s'en fiche, tu vois? Et il y a vraiment tout ce côté-là qui est en train d'évoluer et ce côté: «Oh là là, j'ai été invitée chez des potes, on a pris l'apéro, on a mangé gras, je me sentais trop mal le lendemain, j'avais mal au ventre». Alors qu'avant, elles n'avaient pas de connexion à leur corps. Elles se rendaient pas compte des aliments qui leur Mmh. faisaient du bien et des aliments qui leur faisaient du mal. Et ça, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est de rendre l'académie encore plus, présente sur les réseaux sociaux, par mon profil Instagram, de pouvoir en parler de plus en plus autour de moi, que les femmes qui sont dans l'académie en parlent aussi autour d'elles, pour que ça impacte un maximum d'autres femmes. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que ce sera jamais un programme à 5 000 €, tu vois? Parce que, ce sera un programme qui sera accessible, dans le sens où, oui, forcément, il y a un coût parce que derrière, il y a des gens qui travaillent Mmh. et il faut les rémunérer, forcément, tu vois? Il y a une équipe qui est là. Il y a un accompagnement, il y a un suivi. Mais moi, je veux pas, devenir millionnaire, grâce à l'académie ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon objectif. Oui, effectivement, on va pas se mentir, on fait pas ça, comme je t'ai dit, pour gagner des C'est pas cailloux. du bénévolat. Exactement, tout à fait, tu as envie de gagner de l'argent. Mais je ne compte pas sur cette activité-là pour, être tranquille et dans ma vie me dire, «J'ai aucun souci financier». Ça, pour ça, j'ai l'immobilier. Là, vraiment, je veux faire ça parce que c'est ma mission de vie. Et au-delà de ça, ouais, tout à fait. Pour le côté plus personnel, pour mon côté à moi, c'est aussi parce que c'est plus agréable pour moi aujourd'hui de travailler de la maison, de travailler partout dans le monde. Tu vois, là, je pars en vacances, moi, j'ai que mon ordinateur à prendre. Mon ordinateur, mon téléphone pour gérer mes équipes et mon ordinateur, pour gérer mes plans alimentaires, les filles de l'académie et mon administratif. Alors qu'en 2019, tu te serais peut-être pas dit que tu pouvais faire du coaching sportif n'importe où avec juste un ordinateur et un téléphone? Alors non, mais je savais que, je ferais quelque chose qui me permettait d'avoir de la liberté. Mmh. Je le savais déjà, mais je savais pas comment. Tu as allié, ce qui te faisait profondément vibrer et la mission que tu as depuis, le début a priori, de l'accompagnement des femmes, avec des compétences que tu as engrangées, de la formation et avec le cadre de vie que tu te souhaites aussi, et les contraintes perso que tu pourrais avoir ou, les avantages que tu voudrais, à travailler dans tel ou tel environnement et tu as fait un mix de tout ça qui donne, du coup, et l'académie et l'immobilier et cette volonté de fermer du coup le studio à terme. Ouais, exactement, tout à fait, c'est exactement ça, c'est très bien résumé, Emma. Ah, c'est un peu c'est l'ikigai quoi en fait, je sais pas si tu es familière avec cet outil-là, Mmh. de l'ikigai, mais pour, expliquer rapidement,
un outil qui nous vient d'une philosophie japonaise, de trouver en gros sa raison de vivre, sa mission de vie. On l'a transposé dans le développement professionnel pour aller chercher ce qu'il faut nourrir à un instant T pour être plus épanoui, équilibré. Moi, j'utilise vachement cet outil dans mes accompagnements et j'ai créé d'ailleurs un produit autour de l'ikigai pour s'introspecter en autonomie et aller trouver cette mission de vie qui peut être évolutive. Le fond, comme on le voit avec ce que tu nous partages, ne change pas forcément tout le temps totalement, parce que toi, tu as toujours été animé par cette volonté d'accompagner la femme dans son bien-être, mais peut changer sur qu'est-ce qu'il faut que je nourrisse à l'instant T par rapport à mon équilibre actuel. Et certainement qu'à un moment donné, quand le studio, ça te pesait sur ce côté présent, que là, l'équilibre, il fallait le nourrir au niveau de cette académie qui a été ta solution à ce moment-là. C'est hyper intéressant d'aller toujours re-questionner quand on se sent déséquilibré. L'ikigai, c'est en fait un croisement entre 4 cercles et il faut aller voir lequel ou lesquels ne sont pas assez nourris quand on se sent un peu en déséquilibre et ça peut permettre d'aller trouver des nouvelles solutions. Peut-être que c'est quelque chose que tu as fait inconsciemment à ce moment-là, mais quand on n'arrive pas à avancer et qu'on stagne, ça peut être un bon outil à travailler pour aller trouver des réponses. Ouais, tout à fait et c'est pour ça que je pense aussi, tu vois, tu parles du produit justement que tu as créé. On n'est pas obligé d'investir, des 6 000, des 10 000 et cetera. Moi, je conseillerais pas à quelqu'un, par exemple, d'investir, les sommes que j'investis, tu vois, depuis, des Ça va années, hein. dépendre aussi des capacités de chacun. Exactement. Est-ce que tout le monde est en capacité de pouvoir investir? Parce qu'au total, j'en suis à plus quand même de 27 000 € d'investis en peu de temps, l'air de rien, tu vois, en 5 ans. Est-ce que tout le monde peut le faire? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est ce que tout le monde doit faire? Non, je ne pense pas non plus. Est-ce que tu dois le faire si tu as envie de le faire? Oui, totalement. Et si tu en ressens le besoin. C'est pas parce que moi, cette formation, tu vois, je te disais Margot Cunego, ça m'a pas convenu, mais Coleman, ça me convient. Est-ce que tout le monde, ça va être pareil? Non. Tu vois, tu as des personnes chez Jérémy Coleman, bah, elles ne se reconnaîtront pas et chez Margot, elles vont se sentir, super bien, tu vois? Ouais, ouais, tout à Vr fait. Bah, comme toi, tu expliquais que tu proposes, c'est individualisé, ça s'adapte à chaque personne. Et ben, c'est la même chose quand on cherche à se former. L'important pour moi, c'est de rester en évolution, en mouvement, de ne pas stagner et d'actionner des choses, mais ça peut être des plus petits programmes. Il y a des personnes qui voilà. vont préférer travailler en autonomie, il y a des personnes qui vont préférer être prises par la main. Moi, je fais des accompagnements où on est en 1-1 sur le bilan de compétences notamment, où je suis vraiment avec la personne dédiée à son projet, dédiée à elle, comme ce que tu faisais quand tu étais avec les personnes dans ta salle, dans ta maison de 12 mètres carrés. Là, bah, tu étais dédiée à cette personne-là et du coup, bah, forcément, la personne, elle a des objectifs, tu es 100% avec elle pour l'aider dans ses objectifs, donc elle va les atteindre potentiellement plus vite un environnement qui va être vraiment dédié à elle. Et il y a des personnes qui vont aimer l'énergie du groupe, de travailler à plusieurs, qui vont du coup pas être centrées sur des objectifs ultra personnalisés, mais plus une dynamique. Et il y a des personnes qui vont préférer travailler seules, en autonomie chez elles, et donc être sur des formations en ligne, des produits digitaux, où il y a moins d'interaction, et le faire à leur rythme, etc. Donc, il faut trouver finalement ce qui nous convient, mais l'élément commun, si je peux dire, c'est vraiment de rester en mouvement et de continuer à se former, surtout quand on est entrepreneur. On ne peut pas Ouais. rester sur nos acquis, ça bouge trop vite. Et comme tu l'as très bien dit avec ton parcours où il y a plein de choses différentes, il faut diversifier aussi ses sources de revenus. Quand on parle de rentabilité, c'est important. Et diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'il y a des choses qui peuvent s'effondrer, il y a des choses qui peuvent très bien marcher. L'idée, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles. Ouais et puis c'est, tout simplement aussi quand tu es entrepreneur, faire fructifier aussi un peu ton argent dans le sens où, l'immobilier, ça te ramène un certain pourcentage de rentabilité, ça te ramène un peu d'argent. Moi, si j'avais pas eu l'immobilier, est-ce que j'aurais pu investir, par exemple, autant là dans cette formation, dans ce mastermind en argent? Je ne sais pas, je ne pense pas, tu vois? Parce qu'en fait, bah, c'est de l'argent que j'ai gagné, oui, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté quelque chose qui me rapporte à nouveau de l'argent, plus que ce que j'ai placé. Tu vois? C'est un cercle vertueux Ah et en oui, fait, c'est de en tant l'investissement. exact et en fait, en tant qu'entrepreneur, à mon sens, un entrepreneur doit apprendre à être investisseur. Peu importe Mmh. la manière dont il le fait, pareil, qu'il se fasse bien accompagner parce qu'on entend, tout et son contraire, mais il faut qu'il le fasse parce qu'effectivement l'entrepreneuriat, on ne sait pas demain, on l'a vu avec le Covid, hein, on ne sait pas demain ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu vois? C'est comme là, moi, mon activité, elle est sur Instagram.
Demain, mon compte Instagram crache, il se Mmh. ferme. Je suis justement en train de l'apprendre là chez Jeremy Coleman, d'avoir une autre technique au cas où pour, me sauver un petit peu. Mais demain, je te dis n'importe quoi, il y a une panne mondiale d'internet pendant des jours et des jours. Pour moi, je ne gagne pas d'argent, tu vois? Je ne touche plus personne. Donc ça, c'est quelque chose, il faut y penser et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à lâcher mon studio, si tu veux. Oui, parce que ça reste une forme aussi de rémunération, Bien sûr, qui fonctionne déjà et comme tu le dis, tu as des clients qui sont fidèles, eux, demain il y a plus d'Instagram, ils viennent toujours, se déplacer à la salle. exactement. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais je le lâche aussi parce qu'à côté, j'ai le projet de racheter un autre bien, immobilier qui peut me générer, de l'argent, sans problème. Voilà, je ne fais pas ça pour rien non plus, c'est réfléchi, mais je pense qu'effectivement, il faut avoir une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, alors que si ta stratégie, elle est un peu floue au début, c'est pas très grave parce qu'elle s'affine au fur et à mesure du temps. Mais si tu n'as pas de stratégie, tout ce qui s'analyse s'améliore. Mmh. Un objectif flou ou pas d'objectif, ça ne t'emmènera nulle part. Il faut au moins avoir les grandes lignes et les étapes, tu vois? Et après, ta vision, elle va évoluer au fur et à mesure et ce qui est Tout à important, c'est fait. toujours de la retravailler, de rester connecté, de refaire un petit point sur où est-ce que tu en es. Parce que ça va te permettre de mettre les actions en place et surtout, ça va te permettre de voir les opportunités que tu n'aurais pas vues. Ça, c'est très important. Vraiment, si on conditionne notre cerveau, on va voir les opportunités. Mmh. Instagram, tu vois, par exemple, avant d'avoir mis, ce petit message dans ma foire aux questions, mais j'aurais vu l'opportunité de me développer sur internet. À aucun moment. Et aujourd'hui, je suis à plus de 22 000 followers. Mon business, qui me rapporte le plus d'argent, c'est même plus le studio, c'est vraiment, aujourd'hui l'académie en ligne. En restant connectée, en retravaillant un peu ma vision, j'ai vu l'opportunité. Si j'étais restée sur ma vision d'il y a 4-5 ans, mon studio, ça tourne comme ça et cetera, si je m'étais pas ouverte à ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu voir cette opportunité, avec Ouais, la après question. ça va avec l'ambition qu'on a, hein. Tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de ma mère et de mon père, bon, qui sont dans le salariat, donc c'est encore une autre façon de fonctionner. Le parallèle peut quand même être fait. Mon père, il a été toute sa carrière très carriériste, de vouloir monter les échelons, de vouloir devenir manager et puis d'avoir des responsabilités jusqu'à, encadrer, 300 personnes sur une usine de production. Le truc qu'il voulait atteindre, il avait sa vision de: «Je veux intégrer telle entreprise». Il l'a fait, il a été dans ce côté-là et il a eu tout ce qu'il avait, visualisé, si tu veux. Et ma mère, ça fait, 20-25 ans qu'elle est au même poste, dans la même entreprise. Elle en a rien à faire d'évoluer, elle en a rien à faire de manager. Mon père, il lui a souvent dit: «Mais tu veux pas, prendre des responsabilités?» Et ma mère a dit: «Mais moi, je m'en fous, je suis trop bien là où je suis». Donc il y a aussi ce truc-là de nourrir tes propres ambitions. C'est OK de te dire: «Mon studio me suffit et ça me va comme ça et j'ai ma sécurité, parce que c'est stable, parce que j'ai mes clients, réguliers, parce que ça tourne bien comme ça et je suis très heureuse». Et puis il y a le fait de se dire: «Bah non, mais j'ai envie d'encore plus, j'ai envie de différent, j'ai envie d'un impact encore plus grand et du coup, je vais aller nourrir ces ambitions-là». Donc ça va dépendre de ce qu'on se souhaite finalement à nous-mêmes. Ouais, totalement. Moi, je vois, j'ai des collègues qui sont dans le milieu du sport, qui ont leur studio aussi, de coaching ou leur activité de coach sportif et ça leur convient très bien et ils ont pas envie, de changer, tu vois? Et quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, c'était les premiers à m'envoyer des petits pics ou des petites blagues en me disant: «Ça va l'influenceuse», tu vois? Mmh. Bah oui, Donc, ça et c'est voilà, ils connaissent pas. Et voilà. et puis maintenant qu'il y a 22 000 personnes derrière toi, ils doivent se dire: «Ah sympa quand même, l'influenceuse». Ouais, la plupart, j'ai plus de nouvelles. Ouais, j'imagine. Mais après, c'est aussi des choix, moi, personnels que j'ai fait de me sortir de ce milieu-là, un peu du sport, parce que c'est un milieu qui est très particulier, il faut le dire. Le milieu du sport, c'est très particulier. En fait, à mon sens, aujourd'hui, peu importe que tu sois sur du en ligne, en présentiel ou quoi que ce soit, et peu importe ce que tu fais, il y a à manger pour tout le monde. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur terre. Avant que ces 8 milliards d'êtres humains soient accompagnés, et ben bon courage. Donc, on a, Ouais. tous, de quoi manger sur le gâteau, ça c'est sûr et je pense qu'à force de te concentrer sur les autres, tu es plus concentré sur toi. Du coup, moi j'ai tout fermé. J'ai mes amis, très proches, j'en ai peu, mais j'ai mes amis très proches, j'ai ma famille et j'ai mes clientes et ça me convient très, très bien, tu vois? Mes objectifs de vie aujourd'hui, ils sont, tout autres.
Moi, j'ai des objectifs de vie plutôt dans l'association, le côté associatif. Mmh. Moi, je trouve que, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de jalousie, parce qu'il y a plein de choses, je trouve que c'est bien, au bout d'un moment, de se dire: «Oh, c'est comme ça, on va resserrer un peu les vannes, quitte à prendre moins de nouvelles, à avoir moins de discussions, à moins faire de sourires, à moins sortir parce que si, parce que ça, parce qu'il faut se montrer et tout». Au bout d'un moment, tu as un projet, il faut savoir rester focus. Il faut savoir aussi couper un peu ce que tu entends. Parce que quand, on vient te voir en disant: «Ah, tu sais pas ce qu'il a dit, il a vu ton Mmh. post, ta publication, il se fout de ta Ouais. gueule, nanani». Ouais, bah, c'est OK. Moi, aujourd'hui, je suis désolée, mais je regarde dans le rétroviseur, tu vois? Je regarde pas devant, en fait. Enfin, Mmh. si, je regarde devant, mais devant, c'est ma route à moi. Dans le rétroviseur, des fois, bah, j'en vois, ils sont restés derrière. Donc il faut se faire confiance, il faut fermer ses oreilles aussi. Il faut se dire que on doit rouler pour nous. Ça, c'est très, très important, rouler pour nous et se faire confiance. Il faut pas se laisser, impacter si on a envie de lancer un business en ligne, même si c'est pas un business en ligne, mais je prends cet exemple-là. Si demain, une personne qui nous écoute a envie de lancer un business en ligne et elle a 200-300 followers sur Instagram, on s'en fout. Parce que moi je connais des personnes, elles ont 115 followers sur Instagram et elles font plus de 10 000 € par mois. Et Bah, j'en parce que connais, Instagram, c'est pas le seul canal d'acquisition. mais bien Moi, mon sûr, canal totalement. d'acquisition principal, c'est le bouche à oreille et les recommandations. Et voilà, c'est ça, Donc exactement. Donc forcément, en fait, ça se voit pas sur Instagram. voilà, Instagram, c'est une vitrine et si, aujourd'hui Instagram, ça fonctionne par réel, par, carrousel, par publication, par interaction, faites-en. Si vous, ça vous fait du bien, si ça vous aide, si en plus de ça, c'est un truc où vous kiffez, faites-le et restez focus sur vous. Arrêtez de regarder ce que l'autre fait, ce que ça fait à côté et ce que ça dit sur vous. Parce que dans quelque temps, vous pourrez vous asseoir à un certain endroit et manger du popcorn en regardant les autres. Moi, je dirais à une personne qui a envie de se lancer, hein, qui est pas lancée encore, de tester. En fait, il y a que en essayant, qu'on saura si ça fonctionne. Rester dans sa bulle, rester dans ses rêves, en imaginant quelque chose, en général, on n'avance pas et il y a que l'action qui va emmener du concret, il y a que l'action qui va, heu, apporter des résultats. Sans action, il y a pas de résultat, il y a que de la rêverie. Donc ça pourra pas fonctionner la rêverie, je suis désolée, ça nourrit pas une famille. La rêverie, ça nourrit pas, des projets et ça nourrit pas l'ambition, ça nourrit pas non plus la personne qu'on est. Donc c'est important de tester. On n'est pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Moi, je dis pas aux gens, hein, faites comme moi, quittez tout sur un coup de tête, dites ciao à votre patron et lancez-vous, sans sécurité. Pas du tout, c'est pas ça. Moi, je dis, on a tous dans une journée, un travail où on est salarié entre 35 et 42 heures, on va dire. Qu'est-ce que tu fais le soir, chez toi? De 20 heures à minuit. Moi, le soir, quand j'ai lancé l'académie, j'étais dans mon lit en train de travailler et le matin, je me relevais, à 7 heures comme tout le monde. En fait, c'est juste une question de choix. Quand j'ai Mmh. acheté, mon immeuble, j'allais bosser toute la semaine plus les week-ends en tant que coach sportif et à 13h30, quand j'avais fini mes cours sur l'estrade, je me douchais, je montais dans ma voiture et je faisais 2 heures de route pour aller visiter des biens et j'y passais toute l'après-midi et je rentrais le soir tard. Donc en fait, c'est juste une question de choix. Mais si on n'essaie pas, si on monte juste pas déjà la première marche de l'escalier en mettant les 2 pieds dessus en se disant: «OK, si je fais ça, il se passe». Bah, en fait, on va se rendre compte qu'il se passe, rien de mal et Mmh. s'il se passe quelque chose de mal, on a toujours le choix de faire marche arrière et après on peut monter 2 marches, 3 marches, 4 marches et quand on sent qu'on a assez de hauteur, se dire: «Je me sens confortable, je me sens bien, je me fais confiance. Je pense que là, il est peut-être temps de lâcher le salariat et de me focus à 100. Faut pas oublier non plus qu'on peut pas être à 100 dans 2 projets, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il y a un choix qui se posera. Mais au début, le choix, il y a pas besoin d'en faire. On peut très bien tester tout en ayant une sécurité. Mais n'attendez pas, c'est trop dommage, on ne sait pas de quoi la vie est faite demain. Il y a pas d'âge, il y a pas d'expérience, c'est pas vrai. Moi, je connais des personnes qui ont pas d'expérience du tout, qui aujourd'hui ont lancé des boîtes, ou ont un nombre de biens immobiliers qui sont assez incroyables. Donc vraiment, écoutez-vous, il y a que vous, au fond de vous, qui savez ce qui est bon pour vous à faire, ce qui doit être fait. Puis, ouais, nourrissez cette petite voix que vous entendez à l'intérieur et testez. Il y a qu'en testant de façon que vous pouvez savoir. Sans test, ça reste que du rêve. Exactement, je suis d'accord à 200 000 % avec tout ce que tu viens de dire. Donc on est raccord. Trop cool.
Est-ce que tu peux me dire si tu penses que la reconversion professionnelle, donc quelle qu'elle soit, entrepreneuriat, salariat, enfin voilà, toutes les formes qui peuvent exister de reconversion, est accessible à tout le monde selon toi et pourquoi? Oui. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que tout le monde peut se reconvertir. En fait, ça dépend juste le chemin que tu vas prendre. Tu peux te reconvertir de plusieurs façons. Aujourd'hui, voilà, tu peux, faire une reconversion, dans la même boîte parce que tu veux changer de poste. Tu peux faire une reconversion via des petites formations. Tu peux faire une reconversion parce que tu peux apprendre de toi-même quelque chose. Je te dis n'importe quoi, une nana, qui est, dans le marketing à Paris, qui en a marre, demain, qui a fait un burn-out et qui dit: «Je veux faire prof de yoga». Et let's go, elle peut, tu vois? Elle a pas besoin de diplôme officiel, elle peut très bien juste en pratiquant, en apprenant, en lisant et parfois même, elles sont meilleures que certaines, profs de yoga, tu vois? Elle peut très bien consacrer, 1 an sabbatique à se former au yoga. Tu as des personnes qui peuvent très bien faire comme moi, négocier une rupture conventionnelle, puis après se renseigner sur des petites formations ou des plus grosses formations pour se former. Tu en as qui peuvent repartir en études. La reconversion professionnelle, on a le CPF aujourd'hui. Quand vous êtes salarié, c'est quand même un beau cadeau, d'avoir cet argent qui est là pour qu'on puisse se former. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à portée de main, si quelqu'un vient me dire: «Je peux pas me reconvertir», c'est du bullshit. C'est pas que tu peux pas, c'est que tu as peur de quelque chose, mais que tu n'oses pas affronter cette peur ou tu t'as même peut-être même pas conscience que tu as peur. Mais Mmh. si tu ne le fais pas, c'est que tu es forcément freiné par une peur. Quand on veut faire quelque chose, on trouve le moyen de le faire. Peu importe la manière, mais on trouve le moyen de le faire. Aujourd'hui, tout est trop accessible. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous partager dont on n'aurait pas encore parlé concernant, ton parcours ou, d'autres choses que tu veux, partager aux personnes qui pourraient nous écouter? Je pense qu'on a fait un gros tour. Je pense que j'ai lâché pas mal d'infos, pas mal de petites choses qui peuvent amener à réfléchir. En tout cas, si toutefois quelqu'un, demain, se pose des questions, a envie d'échanger ou quoi que ce soit, il y a avec grand plaisir. Hem, Je même mettrai tes si réseaux, dans la description du podcast comme ça, les personnes pourront voilà, venir, voir ce que tu fais plus en détail s'ils sont intéressés, par ton parcours ou par ton académie. Ce que tu peux proposer aussi, en tant qu'entrepreneuse et ben, ils pourront aller voir comme ça. voilà et avec grand plaisir d'échanger. Vous prévenez juste que vous venez, du podcast d'Emma pour que je puisse prendre le lead sur la conversation parce que sinon c'est mon 7 heures, mais sinon ouais, vous me dites juste ça et c'est tout bon pour moi et ce sera avec grand plaisir d'échanger. Trop bien. Merci beaucoup, beaucoup Léa pour tout ce que tu as partagé, pour toute la valeur que tu as apportée et pour, ton parcours aussi qui, va, j'espère inspirer, beaucoup. En tout cas, moi je le trouve très inspirant donc, merci encore, de tout ce que tu nous as donné. Merci à toi Emma pour l'invitation. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!